Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. 18 recours, tous rejetés pour diverses raisons par le Conseil constitutionnel statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des partis en matière électorale. Pendant 3 jours d'affilée, l'opinion publique nationale et internationale aura considérablement changé ses habitudes pour s'adapter au langage judiciaire. Contentieux, irrecevable, rejeté, débouté, recours, moyen, non fondé. Tout comme elle a regardé presque médusé les prestations de maître Sylvain Swap défendant le candidat Maurice Kamto, Atangana Amougou défendant Elekam et Moustapha Ngwana défendant Joshua Ndamangui aussi. Un contentieux post-électoral qui a également servi de tribune à certains pour faire le procès du système électoral et de la gouvernance au Cameroun. Contentieux post-électoral, les leçons. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Contentieux post-électoral, les leçons. Pour en parler, je suis avec Maître Emmanuel Pincy. Bonsoir. Bonsoir, Serge Allais. Bonsoir à mes co-panélistes et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Nous allons essayer d'éclairer, disons, le public, les téléspectateurs, avec impartialité, en essayant de dire le droit. Et évidemment, j'espère qu'en tout état de cause, avec le panel à côté de moi, de l'ancien bâtonnier, vous voyez bien que vous êtes très bien entouré. Voilà, merci. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Oui. C'est bien cela. Bonsoir et bienvenue une fois de plus. Sur ce plateau également, Jonathan Batengene. Bonsoir. Bonsoir Serge. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous reçoivent chez eux. Bonsoir à nos illustres aînés qui ont fait le plaisir de venir ici commenter les faits. Et nous allons restituer la vérité des faits. La vérité aussi que nous détenons de notre analyse des faits. Ouais, vous êtes sociologue, mais beaucoup plus, vous êtes sur le plateau en tant que membre de Univers. Effectivement, membre de Univers qui a été représenté par le candidat Cabral Libi durant les élections présidentielles 2018. Sur ce plateau également, le bâtonnier Charles Tchunga. Bonsoir, monsieur le bâtonnier. Bonsoir Serge Dou, je veux dire bonsoir mon ami Manu. On s'appelle et puis je suis content qu'un représentant au moins d'un parti politique soit autour de cette table. J'espère que maintenant que la fièvre électorale est tombée, on va pouvoir en parler avec beaucoup de sérénité. Voilà, nous attendons, madame, monsieur, nous attendons sur ce plateau Moustapha Ngwana, maître Moustapha Ngwana, qui a défendu le candidat Joshua Ndamangui aussi hier, le dossier du SDF hier. Il nous a dit, avec beaucoup de chance, on pourra l'avoir avant la fin de cette émission. Maître Moustapha Ngwana. Je commence avec vous, bâtonnier Tchunga. Pourquoi, à votre avis, les Camerounais ont l'impression que les jeux étaient faits? Écoutez, je pense que pour la première fois dans l'histoire de ce pays, on a pu vivre en direct une audience aussi importante que l'audience devant le Conseil constitutionnel. Et pour la première fois, les Camerounais se sont rendus compte qu'il ne se passe pas des choses dans les palais de justice. Parce qu'en réalité, ce qui ressort de ce contentieux constitutionnel, c'est la victoire de la justice au sens où elle est rendue en face du peuple, qui en est le mandant. Et je pense que c'est l'impression que les Camerounais ont. Je pense tout simplement qu'ils ont vu quelque chose qui ressemblait, comme dirait quelqu'un dans les réseaux sociaux, à une novelas. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné toutes leurs activités, ils ont abandonné leurs habitudes. Ils ont même omis de regarder le match des Lions pour suivre ce spectacle à Mondovision où effectivement s'affrontait une corporation dont on a beaucoup mal parlé ces derniers temps dans la presse. Je veux parler des avocats. Je pense que c'est la victoire de la défense parce qu'ils ont vu qu'avec pugnacité, ils ont essayé de démontrer, de démonter et d'essayer de convaincre les juges de leurs convictions. Je crois que c'est un spectacle extrêmement intéressant. Je crois que l'opinion doit acter de cela et dire que rien ne sera plus comme avant. La seconde observation que je voulais faire, c'est de rendre hommage au président Atangana qui... je crois que son passage au barreau lui a donné beaucoup de recul par rapport aux attitudes anciennes des magistrats où il a voulu laisser tout le monde s'exprimer.
On y arrive, mais on l'a récusé. Le MRC a commencé par récuser un certain nombre de membres du Conseil. Écoutez, je vais emprunter votre phrase pour dire que c'était cuit d'avance. Je pense qu'il faut être sérieux. Le Conseil constitutionnel, c'est la plus haute juridiction du pays. Ces décisions s'imposent à tout le monde, aux administrations, aux juridictions, aux politiques, au gouvernement et aux administrations. Donc, venir recuser un membre du Conseil constitutionnel à une audience où le Conseil constitutionnel est le seul juge, ça me semble-t-il avoir fait preuve un peu de négligence. Il aurait fallu qu'au moment de la nomination des membres du Conseil constitutionnel, nous avons tous vu que le profil de certains membres du Conseil constitutionnel posait problème. Vous avez des gens qui étaient membres du RDPC, vous avez des gens qui étaient encore en charge comme président du conseil d'administration, vous avez des gens qui étaient membres président du conseil d'université, vous avez des gens qui étaient anciens ministres membres du RDPC. Donc, c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu réagir. Les partis politiques, c'est pas seulement pour l'élection. C'est tout le temps. Ce n'est pas un jeu, c'est un métier. La politique, c'est pas que je me réveille un matin, je dis je vais être député, et puis je vais être sénateur, ou je vais être membre du conseil municipal, ou président de la République, en comptant sur le fait que, en ce moment, j'ai beaucoup de moyens pour essayer d'influencer les opinions. Il aurait fallu à ce moment-là que le décret présidentiel nommant les membres du conseil constitutionnel fût attaqué devant le tribunal administratif, puis devant la chambre administrative, pour que le juge administratif voit quelles étaient les incompatibilités, quels étaient, n'est-ce pas, le profil de ceux qui avaient été nommés, puisque la loi a indiqué de manière extrêmement claire que pour être membre du Conseil constitutionnel, il faut avoir un certain profil. Nous avons tous vu que lorsqu'on a nommé les 11 sages, comme on les appelle, qu'il y en avait qui, ostensiblement, n'avaient pas les profils prévus par la loi. Mais j'ai observé avec beaucoup de regrets qu'aucun parti politique n'a pris la responsabilité d'engager une action contre le décret du président de la République, qui n'est pas un acte de gouvernement. Parce que le décret du président de la République, normalement, les membres du Conseil constitutionnel, est attaquable devant le juge administratif pour, n'est-ce pas, non-conformité à la loi, pour illégalité, etc. Comme la loi avait prévu le profil des membres, nous avons tous vu qu'il y avait certains membres qui n'avaient pas le profil. Venez donc, à l'occasion d'une élection, demander au juge qui contrôle la régularité de l'élection de se recuser lui-même, parce qu'en fait, il s'agissait de cela. Il m'apparaît être une procédure qu'on voit très peu, n'est-ce pas, dans les annales judiciaires. Donc, par conséquent, lorsque j'ai entendu ces grands avocats, parce qu'il y en avait quand même des grands dans ces panels, demander que l'on recusât, n'est-ce pas, quelques membres du Conseil constitutionnel en invoquant de manière assez, j'allais dire, critiquable certains actes de leur vie personnelle. Ce n'est pas parce que votre femme est membre d'un parti politique que forcément vous avez la même opinion qu'elle, et c'est pas pour cela que vous devez, n'est-ce pas, prendre conseil d'elle pour rendre, n'est-ce pas, votre décision. Et puis on a vu quand le président Clément Tangana a demandé, mais alors, vous nous l'accusez, qui va juger? Lorsque j'ai entendu dire qu'il faut renvoyer devant la chambre administrative, cela aussi montre simplement que ça n'avait pas été préparé, car aujourd'hui, on a décentralisé la juridiction administrative. Il y a le tribunal administratif qui juge en premier ressort et la chambre administrative qui juge en second ressort. Donc tout ceci faisait un peu confusion, mais je pense que ça faisait partie de la stratégie, n'est-ce pas, des candidats qui voulaient, n'est-ce pas, faire durer le plus longtemps possible, n'est-ce pas, le procès. Mais je pense que la justice a été dite et tout le monde s'y est plié. Ok. Jonathan Batengene, vous aussi, vous avez vu un autre visage de la justice camerounaise? Effectivement, j'ai vu un autre visage de la justice camerounaise, mais surtout, je veux revenir sur la question des aspirations. Pourquoi est-ce que on a eu un sentiment de déception dans un camp? Et surtout, le jeu était fait à l'avance. Effectivement. L'avocat Moustapha Gouana a, au début de son réquisitoire, précisé qu'il avait il a raconté une petite anecdote. Il a dit, en fait, j'ai reçu un appel de ma consoeur depuis Douala qui me disait, c'est un théâtre, pourquoi tu y vas? En fait, c'est l'impression que ça donne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nouveau, les actions de l'opposition ou bien au terme d'une élection présidentielle qu'on engage auprès d'une institution judiciaire. La Chambre administrative de la Cour suprême, depuis 1992, a déjà joué ce rôle. Et qu'est-ce qui s'est passé? On se rend compte que les résultats sont presque les mêmes. C'est-à-dire qu'ils intentent des recours et ces recours ne trouvent pas de suite favorable.
effectivement, dans un tel contexte, les gens ont déjà construit un imaginaire de la justice, c'est-à-dire la justice à la faveur de ceux qui gouvernent. Et quand le procès a été ouvert, c'est-à-dire les audiences publiques du Conseil constitutionnel, logiquement, la population se disait, ce qui en ressortirait, c'est effectivement une décision de rejet ou bien une décision de non-fondée, de non-fondement sur les éléments qu'on apporte. Et qu'est-ce qui s'est passé? La population ou bien les personnes qui ont apporté le dossier n'ont pas débattu sur les faits. Si vous comprenez un peu psychologiquement, ils ont compris que les jeux sont déjà faits, donc autant mieux ne pas récuser sur les faits, mais aller sur les éléments de subjectivité que nous soupçonnons qui interviendraient dans l'affaire. Et ils ont donc commencé à attaquer les personnes qui constituent effectivement le Conseil constitutionnel. Vous allez voir que les réquisitoires, par exemple des avocats du MRC, du maître Sow, les plaidoiries des avocats du MRC, ont porté effectivement à montrer, à démontrer qu'il y avait impartialité du Conseil constitutionnel. Quand ils ont essayé de relever que le président du Conseil constitutionnel, sa femme est du RDPC, que certains membres du Conseil constitutionnel sont membres du comité central, que d'autres ont exercé ont été des militants. C'était pour que déjà les membres du Conseil constitutionnel comprennent que même s'ils prenaient une décision de rejeter leur requête, effectivement, ce ne serait pas la surprise, ce serait plutôt le geste qui est attendu. Oui. Et alors là, la surprise aurait été laquelle? Ça aurait été de voir les membres du Conseil constitutionnel se remettre en question et dire, pour vous montrer que nous sommes impartiaux, nous allons questionner les faits. Nous allons investiguer. Et c'est ce qui ne s'est pas passé, c'est pourquoi vous voyez qu'il y a une sorte de déception dans les attentes des populations et des personnes qui étaient au Conseil constitutionnel. Maître Pensy, au sortir de l'audience de mardi, le MRC, il y a un journal qui dit que le MRC a présenté une tonne de preuves de tripatouillage. Je vais d'abord commencer par... Je pose ma question d'abord. Parce que je n'ai pas répondu à la récusation. Parce qu'il faut donner la définition de la récusation. Oui, allez-y. Pour qu'on comprenne. La récusation, c'est un incident de procédure soulevé par une des parties au procès qui suspecte un juge de partialité envers l'un des plaideurs sans contester la compétence d'une juridiction. Ça, c'est la définition. OK? Donc, là, en plus, on n'a pas fait seulement la récusation, mais on a fait, parce que Charles a bien expliqué ce que c'est, je ne veux pas redire la même chose, on a fait ce qu'on appelle une suspicion légitime. Et lorsque vous faites une suspicion légitime, ça veut dire que vous ne voulez pas que la Cour constitutionnelle puisse statuer. Imaginez que le Conseil constitutionnel puisse dire que nous n'allons pas rendre la décision parce que la suspicion légitime est valable, mais il n'y aurait plus de procès. Or, tout le monde sait que la suspicion légitime se fait pour aller devant une autre juridiction. Vous comprenez? Si vous faites une suspicion légitime d'une cour d'appel ou d'un tribunal, ça veut dire que vous voulez aller ailleurs. Or, les textes disent que seul le Conseil constitutionnel est compétent à la matière. Donc, c'est l'erreur qui a été faite, c'est-à-dire de faire surtout la récusation. Pour répondre à ce que vous venez de dire, lorsque vous êtes nommé membre du Conseil constitutionnel, il y a des problèmes, ce qu'on appelle d'incompétence. Toutes les autres fonctions tombent. Vous ne pouvez pas être membre de ceci, vous ne pouvez plus être dans vos fonctions antérieures, vous les perdez automatiquement. Mais on a quand même vu ce même jour-là la présence sur le site du RDPC. Mais comment ça a fait pour disparaître après? Ça veut dire qu'il y avait quand même un problème. Oui, non, je dis le problème de mise à jour. Il y a même des morts que vous trouvez sur le site. Mais ça mène quand même des gens à se poser des questions. Non, ça ne veut pas dire... Pourquoi avoir attendu? Non, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que les textes de loi disent qu'à partir du moment où vous êtes membre du Conseil constitutionnel, vous perdez automatiquement. Si vous laissez ça parce que vous avez oublié d'effacer, vous avez vu par exemple des personnes qui ont été condamnées. Marafa est toujours membre
Du bureau politique. Du bureau politique, etc. Il y a d'autres personnes, on a même vu certains morts qui font encore son comité central. Non, c'est pas ça le problème. Moi, je suis en train de parler du problème d'ordre juridique. Et moi, je pense en plus que c'est une erreur. Vous ne pouvez pas aller devant une juridiction et commencer à l'affronter, à l'insulter et à mal se comporter. Moi, par rapport à ce que vient de dire Charles, moi je crois qu'il y a un problème qui s'est posé. Le premier problème qui est bien, c'est qu'au niveau du monde entier, on a vu que les avocats travaillaient, étaient pugnaces, que c'était le fighting spirit. Le bâtonnier a dit qu'on a montré un autre visage de la justice. Et je dis que tout le monde a applaudi en disant qu'on ne savait pas que c'est comme ça que ça se passe. Charles et moi, qui nous connaissons, qui sommes amis depuis 40 ans, parce que je l'ai connu, et moi j'étais avocat à Paris, il était encore étudiant, mais c'est mon ami, et il sait comment c'est des batailles que nous avons eues depuis des années. Et les gens découvrent maintenant la provision d'avocats parce que on a voulu que ce procès se fasse à mon division. Et je peux vous dire que je ne connais pas un pays au monde où on a eu ce type d'élections qui se font devant le monde entier. C'est parce que c'était une volonté politique de montrer qu'en tout état de cause que les choses étaient claires. Mais pourquoi avoir bloqué dans la boulard? On a voulu gâcher la fête, on va le dire comme ça, hier, en ne montrant pas le début de l'affaire avec le SDF. Non, je ne sais pas. Vous m'avez posé tout à l'heure une question qui concernait... C'était pour rester avec... vous dites que c'était en Mondovision. Oui. Je dis donc jusqu'à avant-hier. Oui. Mais hier, il y a eu un petit souci. Ah, moi, je sais pas, les avocats du SDF se sont même plaints. Oui, mais ce souci, il faut quand même le circonscrire. Hein. Oui. Moi, je pense que on a eu un incident la veille. Voilà. Vous avez vu, il y a une dame qui a interrompu l'audience en racontant un certain nombre de choses. En disant qu'elle sortait de Yoko. Que personne ne pouvait vérifier. Et je pense donc que des mesures de sécurité ont été prises pour éviter que ce type d'incident ne se produise. Mais ce qui est intéressant de noter, lorsqu'à l'entrée du palais du Congrès, effectivement, on a filtré les entrées en indiquant qu'il n'y a que les avocats du SDF et le SDF qui devaient entrer pour, n'est-ce pas, prendre la parole. Vous avez noté que d'autres chaînes, dont la vôtre, avaient continué, n'est-ce pas, à diffuser quelques images. Et le bâtonnier Sama, qui a été informé de ce qu'il y avait un blackout au niveau de la CRTV d'une part, et d'autre part au niveau de l'entrée, a immédiatement fait un incident de procédure. C'est ça, un bel incident de procédure, pour dire au président que, bon, si ceux qui sont jugés sont inégaux dans le traitement public, dans ces conditions, nous, on se retire. Et vous avez vu que le président Atarana, Clément, c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est pas le fait qu'on est empêché ou ne pas empêché. Ce qui est important, que le président Clément Atarana a suspendu son audience. Il est allé s'enquérir de la raison pour laquelle le signal CRTV ne passait pas. Vous avez vu, lorsqu'il est revenu, il a tenu à indiquer qu'on vient l'informer que le signal est passé, et vous avez vu comme il a ordonné qu'on fasse entrer tout le monde. Voyez-vous, l'histoire d'un pays se construit. Nous sommes en perpétuelle construction. Je pense que ceux qui ont voulu faire cela, ce sont ceux qui ne souhaitent pas que ça bouge. Il y a toujours des résistances dans ce pays. Même, moi, je n'ai pas compris que mon ami Charles Ndongo ait pu prendre une initiative. J'espère que c'est pas lui qui a demandé qu'on coupe le signal de la CRTV, parce que, effectivement, ça a été grossier. Et je pense, et je veux le dire clairement, ce sont ceux qui ne veulent pas que l'on parle du problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui ont bloqué ce signal-là. Et j'indique que c'est pas parce que nous avons terminé l'élection présidentielle que pour autant tous les problèmes du Cameroun sont résolus. La question du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, elle est là. Le prochain président, ça va être son premier dossier. Je souhaite que nous n'oublions pas que, malgré le fait que cette élection présidentielle ait eu lieu, dès demain, il va falloir que nous réglions les problèmes du quotidien des Camerounais. Charles, je voudrais ajouter une chose pour aller dans le sens. Oui, rapidement, on a un autre invité, oui. C'est, j'allais dire, l'excellent comportement de Francis Sama. C'est-à-dire, nous avons tous été au Conseil de l'Ordre, quand il parle avec beaucoup de respect. C'est-à-dire le respect qui est dû au cours. Vous pouvez dire des choses excessivement dures à un magistrat, mais en restant poli. Nous le faisons, Charles et moi. Nous avons vu, je crois, Maître Nem, qui était excessivement dur. Vous avez même vu Kamto, qui était dur, sauf dans la deuxième partie. Mais qui le disait en des termes mesurés, polis, mais les termes étaient d'une extrême violence.
Donc ce n'est pas l'agitation qu'on doit faire. Parce que le comportement devant le magistrat est un élément de nature à avoir une mauvaise influence sur le juge. D'autant plus que ça s'est fait après le rapport qui a été fait par l'un des conseillers. Alors le rapport, c'est la préparation de la décision. Alors il faut faire très attention. Et je voudrais le dire, quand on plaide devant la Cour suprême ou devant le Conseil constitutionnel, c'est dans votre recours que vous avez les moyens et les preuves. Vous ne les apportez pas après. Je voudrais dire ça aux gens. Ça, il faut être très simple. C'est quelque chose qui est très important. Moi, cette politique spectacle que j'ai vue, parce que les gens passaient à la télé, et souvent, certains jeunes, parce que les jeunes qui étaient là, qui avaient 6 mois de métier, à mon avis, c'était une erreur de les avoir fait passer devant cette juridiction. Et heureusement que ça a été rattrapé par un certain nombre de confrères qui étaient anciens, qui savaient comment on s'adresse à la Cour constitutionnelle, votre honneur, etc. Mais vous dites des choses dures. Je crois que sur ce point-là, le fait que ce soit diffusé et l'incident dont a parlé Charles Tungan, qu'on avait été rattrapé, hein. Très bien rattrapé, pour la bonne et simple raison que la maîtrise de la chose par le président Tangana, qui a un peu changé parce que les gens ne le savent pas. Il était devenu avocat et on l'a nommé quand il était avocat, après sa retraite, a fait qu'il sait déjà ce qui se passe de l'autre côté. Et à partir de ce moment-là, comme on a voulu que on voit ce procès à Mondovision, je pense qu'on a beaucoup gagné, aussi bien la profession d'avocat ainsi que la justice camerounaise. Ok. Sur ce plateau également, Bonbon Began, bienvenue. Merci. Voilà, avec vous, on va aborder... certains ont pensé que le contentieux a viré à une espèce de conférence nationale. On a commencé par voir Bertin Kissop, qui a profité de cette tribune pour parler, pour poser sur la table le problème de la crise anglophone. Oui, d'abord Bertin Ensuite, Kissop, oui, allez-y. Je pense qu'il était candidat, sa candidature a été rejetée. Oui. Rejetée, il est revenu. Non, je pense que le problème primordial, de mon point de vue, qui a amené tout cela, c'est qu'on se questionne sur, j'allais dire, l'ancrage de la démocratie dans notre pays, ou si vous voulez, la consolidation de la démocratie dans notre pays, d'une part, et d'autre part, et que valent les institutions qui apprécient cet état de choses. Et le Conseil constitutionnel étant l'organe qui juge le processus électoral, il leur a semblé, je ne dis pas que c'est ça la seule attribution du Conseil, je parle pour ce cas précis, puisque nous sommes là pour apprécier l'élection présidentielle, donc on pensait que le Conseil constitutionnel a la charge de regarder tout le processus en oubliant que c'est par étapes, qu'il peut apprécier lorsqu'on dépose des candidatures, on apprécie les opérations électorales, on apprécie. Donc, en réalité, le travail même du processus électoral était séquencié. Donc, c'est ça que beaucoup, surtout lui, donc, il n'était plus partie prenante, il n'était pas parmi les 9. Donc, en fait, je ne sais pas pourquoi il était venu là. Oui. Puisqu'il s'agissait de voir, d'apprécier les opérations électorales à partir du 7 octobre jusqu'à la proclamation des résultats. Mais voilà pourquoi je vais expliquer ça en 2 secondes. Techniquement, je vais expliquer techniquement. Lorsque vous déposez une requête, on la reçoit, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et on est obligé de statuer. On a dit il n'a pas qualité et déclaré irrecevable, c'est tout. T'as dit il n'a pas qualité, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Non, je voulais quand même ajouter quelque chose qui est important. Le requérant était en prison. Il est en prison. Il est en prison. Oui, il est en prison. Il faut noter pour s'en féliciter. Qu'on l'extrait. Qu'on l'ait extrait pour qu'il vienne sollicité, là-bas. Il a demandé et il y a été fait droit à sa requête. On va me dire que c'était pour faire le spectacle. Il y a beaucoup de Camerounais qui aimeraient être dans cette situation. J'en connais qui sont en maison d'arrêt depuis des années, qui ne sont pas jugés. Et le dossier ne passe pas. Et on les oublie. On les oublie. Donc je dis simplement que, comme cela a été voulu, que cela se vit à Mondovision, ça a une influence sur ceux qui sont dans cette situation et qui ne sont pas entendus. Voyez-vous,
notre rôle en tant qu'acteur du système judiciaire, c'est de profiter des ouvertures que ce type d'événement nous donne pour demander à ce que cela soit élargi à tous les Camerounais. Voyez-vous, en Europe, que ce soit aux États-Unis ou en France, les grands procès ne sont jamais diffusés. Jamais. Je veux parler du procès Barbie, par exemple, qui a été enregistré pourtant, et qui n'a été diffusé que 20 ans après. Une vingtaine d'années plus tard. Pour que les gens voient. Parce que les questions évoquées étaient tellement violentes en termes de génocide, en termes de manipulation génétique, en termes de crimes contre l'humanité, qu'on avait pensé, et ils ont pensé que ce n'était pas le moment de montrer ça au Cameroun. C'est une première mondiale. J'indique que donc ce qui s'est passé au Cameroun, sur le plan politique, c'était un risque énorme. Énorme. Parce que tout pouvait se passer devant un conseil constitutionnel non contrôlé. Et je crois, et je voulais ici, sans essayer de ramener la couverture à nous, féliciter l'ensemble des acteurs qui ont permis cela. On a vu des erreurs, comme par exemple le président de la commission nationale de centralisation des votes, qui a voulu confondre sa casquette de président de la commission avec celle de magistrat. Ça, c'est une question qu'il va falloir réformer. Oui. Le président de la commission nationale de recensement ne peut pas être en même temps membre du Conseil constitutionnel. Voilà. On a vu ça. Non, mais c'est le texte qui le dit. On a vu, oui, je veux dire qu'il va falloir modifier cela. On a vu d'autres errements sur lesquels il va falloir, n'est-ce pas, modifier. La question du juge des juges, des conflits, etc., doivent être réglés. Est-ce qu'il va falloir recourir au juge administratif pour régler les questions d'incompatibilité? Parce qu'en fait, lorsque l'expiration des délais de recours contre le décret présidentiel qui nomme le juge est atteint, on ne peut plus poursuivre, faire demander l'annulation parce qu'on est forclos. Est-ce qu'il ne faudra pas reformer nos textes pour que demain, sur la question, s'agissant des incompatibilités et des récusations éventuelles, régler cette question? C'est une question qu'il va falloir régler à l'avenir. Je veux dire que moi j'ai été devant le Conseil constitutionnel lorsqu'à l'époque cette fonction était dévolue, n'est-ce pas, à la Cour suprême. On a vu des avancées exceptionnelles où des candidats ont fait des recours hors délai. Et la Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel a dit: notre mission constitutionnelle est de veiller à la régularité de l'élection. Donc par conséquent, nous saisissons ce dossier et on a rendu des décisions. Vous me direz que c'était en matière législative. Oui. Mais ils n'ont pas le droit. Et annulé, je vous dis qu'il y a une jurisprudence. S'ils sont fort clos. Je vous dis qu'il y a une jurisprudence. C'est comme la Cour suprême des États-Unis. La Cour suprême des États-Unis, lorsqu'il n'y a pas de texte, parce que le système anglo-saxon fonctionne sur le principe du précédent. Parce que le bâtonnier Sama, quand il parlait, beaucoup de gens se demandaient qu'est-ce qu'il demande au Conseil de dire. Oui, il entre dans les fonctions du juge des juges, de dire dans sa décision que nous avons rencontré dans l'exercice de notre fonction beaucoup de difficultés s'agissant de telle chose sur lesquelles il va falloir que le gouvernement, n'est-ce pas, revoie sa copie. Oui, ça entre dans les fonctions du Conseil constitutionnel. Aux États-Unis, la Cour suprême, c'est elle qui fait avancer des questions sociales. C'est votre domaine. Mais j'indique les questions, par exemple, sur l'avortement, les questions sur l'euthanasie. C'est la Cour suprême des États-Unis qui tranche ces questions-là. Mais Charles, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des débats quand on doit nommer un juge. Je le laisse parler. Je voulais dire que ce n'était pas l'objet du recours. Je n'ai pas dit ça. Dans la requête. Non, je ne veux pas dire ça, mais je dis simplement que c'est tout. Tu as raison, mais c'est la seule réserve que je fais. Ok, Jonathan. Sur un point, je corrobore avec ce que disent le bâtonnier et Maître Pensy. Oui, Maître Pensy. C'est vrai que c'était une première tout à fait à saluer. En Mondiovision, on a vu le Conseil constitutionnel siéger et puis on a vu les plaidoiries de différentes parties. On a apprécié les observations. Il n'y a pas de plaidoirie. Oui, c'est les observations. Disons, merci pour le... Ni à la Cour suprême, au demeurant. Merci beaucoup. Donc, c'était les observations qui ont été faites en public et c'était très bien pensé de publiciser les débats. Maintenant, il y a un élément. Je suis jeune et je pense que la majorité des avocats étaient jeunes comme moi. Pour la plupart, étaient en début de carrière. Ce n'est pas aussi leur faute d'être en début de carrière. Maintenant, si ce n'est pas un handicap d'être jeune,
C'est une qualité d'avoir commencé par la plus haute juridiction. Pourquoi? Parce que même s'ils n'ont pas presté à la hauteur de ce que Maître Pensy aurait bien voulu, ou bien que le bâtonnier aurait bien voulu, au moins ils ont appris quelque chose. Ils ont appris quoi? Il y a en fait le problème de la démocratie camerounaise, comme disait le Mbombok tout à l'heure. Le problème de la démocratie camerounaise, ce n'est pas une construction seulement de nos aînés. C'est une co-construction avec toutes les parties prenantes de la société. Les avocats, dans leur plaidoirie ou bien dans leurs observations, ont rendu plus d'éléments de politique sur le débat qui devait être le principal. Ils ont apporté des vues. C'était carrément des discours politiques qui étaient prononcés devant le Conseil constitutionnel. Je comprends que le langage devait être ennuyeux pour les magistrats, mais ce qu'ils ont fait, ils ont permis de maturer l'éducation des personnes qui regardaient. Parce qu'aujourd'hui, quand vous passez dans les quartiers, quand vous passez vers les personnes lambda qui ont vu à la télévision, le regard sur la décision du Conseil constitutionnel est différent. Par exemple, quand on disait, est-ce que vous avez le moyen? Pour nous qui n'avions pas le langage technique, on ne savait pas que le moyen, c'était une preuve. Beaucoup ont appris, et il y avait même des mamans qui disaient, ils n'ont pas les preuves. Il y a même les t-shirts sur irrecevables. Effectivement. Qui se vendent. Donc, aujourd'hui, ça a permis à beaucoup de comprendre. Ça participe de la maturation de l'opinion publique qui regardait, en Mondovision, ce qui se passait au Conseil constitutionnel. À ce niveau-là, c'était effectivement une avancée de la démocratie. Écoutez, maintenant moi je voulais. Non, je veux pas rester sur un plateau. Non, je peux pas rester sur un plateau dire des choses. C'est très grave. Vous savez, le Conseil constitutionnel, ce n'est pas un tribunal correctionnel. C'est pas un tribunal correctionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est la plus haute juridiction de notre pays. Devant ce Conseil constitutionnel, il y a ce qu'on appelle le mode de saisine et le mode d'administration des preuves. Et le contentieux électoral, ce n'est pas un contentieux commun où le Conseil constitutionnel est appelé à investiguer, aller chercher les preuves pour le compte. Vous les donnez. On a entendu des choses inacceptables. Mais c'est bien déjà à quel moment, quand la loi demande au Conseil qu'ils peuvent s'auto-saisir, ils peuvent faire... Est-il possible que vous m'entendiez sur la procédure? C'est important. Voyez-vous, c'est pas parce qu'on y est. Vous savez, dans d'autres pays, il faut une certaine expérience pour intervenir devant des on commence par les chiens écrasés. C'est comme ça qu'on commence. Quand on est avocat, on commence par les petites procédures pour aller dans les procédures. Le contentieux électoral se prépare comme ça qu'on apprend à l'avance. Je vais vous citer un seul exemple pour ne pas encombrer votre plateau. Aux États-Unis, par exemple, M. Obama, il avait plus de 5400 avocats pour préparer et gérer sa campagne dans tout l'ensemble du territoire. Au Cameroun, on a 25 000, globalement, bureaux de vote. Il aurait fallu que chaque candidat constitue 3 mois avant son pool d'avocats pour gérer ce qu'on appelle le précontentieux, préparer ses huissiers, former ses observateurs, préconstituer les preuves. Quand on vous donne 72 heures pour faire la requête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez les preuves avant. Au moment où vous avez fait la requête. Alors, on va me dire, oui, mais ça, c'est dans on voit ça qu'au cinéma. Non, je l'ai fait dans le ONCAM. Un postulant à la députation m'avait saisi 3 mois à l'avance pour que je gère son élection. Nous l'avons géré. Malgré toutes les manipulations qui ont été faites, nous avions les photos, on avait les films, on avait les procès-verbaux d'huissier qu'on avait filmés, y compris le président de la commission départementale qui était un magistrat, a été pris à défaut par les gens que nous avons mis en place pour essayer de veiller et protéger l'élection du candidat. Et au niveau de la Cour suprême, c'est la première fois dans l'histoire du Cameroun où la Cour suprême a rectifié des résultats validés par la Commission nationale de recensement des voix en indiquant qu'il y avait eu, n'est-ce pas, je prends la formule. Non. C'est quoi? Un laboratoire scientifique de la fraude électorale s'était constitué dans le ONCAP. Donc, par conséquent, il faut préparer l'élection. Et on ne va pas à l'élection comme on va, n'est-ce pas, puiser de l'eau à la rivière. C'est également valable pour les magistrats qui sont au Conseil constitutionnel. Ce n'est pas seulement valable pour le candidat à l'élection.
Notamment, ce n'est pas mauvais d'avoir même questionné la constitutionnalité du Conseil constitutionnel. C'est pas mauvais. Ça, oui, absolument. Vous avez tous les droits à ce moment-là. Oui, mais absolument. Je vous le concède alors. J'ai commencé en disant que c'était peut-être, on a tourné à une espèce de conférence nationale. On a encore vu Joshua aussi. D'abord le bâtonnier Sama, qui ont posé clairement la question anglophone. Absolument. Il fallait le faire. Et Joshua aussi a posé le problème de l'unité même nationale. C'est-à-dire que si le Conseil arrivait à valider cette élection, c'était un président des francophones. Parce que les anglophones, pour lui, c'est-à-dire Nord-Ouest et Sud-Ouest, n'ont pas participé au vote. Absolument. Il fallait justement poser ce problème. Oui. Et c'était la tribune indiquée? Absolument. C'est la tribune indiquée. Oui. Vous ne pouvez pas me dire que le représentant régional de l'ECAM du Nord-Ouest, je prends seulement ce cas, annonce, je pense, le 1er octobre qu'il y a 2343 bureaux de vote. Oui. Et que l'effectivité donne 74 bureaux de vote ouverts. Oui. Deuxième chose... Un taux de participation de 5%. Laissons d'abord le taux de participation, on verra. 74, ça n'atteint même pas le tiers. C'est les centres. Deuxième chose, le Premier ministre, il vous dit, je suis inscrit dans mon village, je ne peux pas voter. Je ne peux pas voter. Transférer mon vote à Bamenda. Bien sûr, ça pose un problème. D'abord, sur le plan légal, vous pouvez le demander. Mais, puisque nous avons des deux régions à problème, lui qui nous dit, qui est le Premier ministre chef du gouvernement, donc le ministre de l'administration territoriale nous a confirmé 2 semaines avant l'élection que l'élection aura lieu dans les 360 communes. Il faut bien qu'on regarde, qu'on demande au Conseil constitutionnel de nous dire, de constater que ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que le problème, on ne fait pas comme si le Cameroun n'a pas une histoire. On ne sait pas, on ne fait pas comme si ça n'a pas une histoire. Donc, deuxièmement, sur le plan purement technique, je comprends, là nous sommes dans un processus, je vais dire, là, purement technique. Il faudrait bien que le Conseil constitutionnel constate l'effectivité des choses sur le terrain et également apprécie. Donc, je pense qu'il faut poser le problème. La décision est rendue déjà. Oui, absolument. Et je pense même que je ne sais pas qui sera le on ne fait pas le match. Voilà. Non, mais absolument. À 74 bureaux de vote. On est d'accord, et vous le savez très bien, j'ai été le premier, avant l'élection sur votre plateau, à dire que la question de l'inscription de 2 autres personnalités de la République, le Premier ministre et le Président du Sénat, à voter là où ils étaient par hasard, parce qu'ils étaient là-bas par hasard. C'est pas, c'est pas quelque chose qu'ils étaient là-bas par hasard. Peut-être le Président du Sénat, mais pas le Premier ministre, n'était pas là par hasard. Non, je veux dire que dans sa tête, il ne pensait pas être à Upstation. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, c'est parce qu'il n'a pas pu voter chez lui qui s'est transféré à Upstation. Je dis que ces 2 votes-là, moi je pense que le Conseil constitutionnel aurait pu les annuler parce qu'en fait, symboliquement, ça pose problème. Et ça questionne le juge. Mais la question politique que vous posez, celle de savoir si il y a eu effectivité de vote dans ces 2 régions-là, c'est une question qui dépasse le Conseil constitutionnel. C'est une question politique. Ça ne relève pas des compétences du Conseil constitutionnel. Voyez-vous pourquoi? Parce que l'élection présidentielle est une élection à circonscription unique. Donc, par conséquent, on ne peut pas cisailler les circonscriptions. Donc, par conséquent, vous posez une question qui est réelle, dont la solution... Je ne suis pas d'accord. Mais c'est votre choix. Justement, non, c'est pas... Quand le Conseil va siéger, non, c'est moi qui avais la question. Quand il va, ça fait quoi? Regarder le processus électoral. On vous dit 360 communes, 58 départements. Et les procès-verbaux sont rassemblés au niveau des départements. Doivent être 58. On ne sait pas combien là sera. Lorsque le Conseil constitutionnel va rendre les résultats. Donc il faudrait bien qu'il l'apprécie. Il faut bien qu'il l'apprécie. Dans la Commission nationale de recensement général des votes, on n'a pas voulu, justement. On nous dit ce n'est pas eux d'apporter. Donc nous allons savoir est-ce que les 58 départements
ont présenté les procès-verbaux, on verra bien. On va vous anticiper parce qu'en fait, je voudrais, pour éviter qu'on ne s'égare, parce que moi ça me gêne toujours de réinventer l'histoire. Nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, nous sommes au recours. Le Conseil constitutionnel ne s'est prononcé que sur les recours, donc il a été saisi. Oui. Maintenant, il va vider le contentieux, sa saisine au fond. Et effectivement, j'espère que ça va se passer comme cela. On va nous lister sur l'ensemble du territoire national, soit bureau de vote par bureau de vote, soit par commission communale, soit par département, le nombre de votes acquis par l'un et les autres candidats, pour à la fin indiquer qui en est le gagnant. Mais ça, là, on n'en est pas encore là. Je voulais m'en excuser. Nous avons un système électoral perfectible. Parce que ce système qui a permis cette élection n'est pas à la hauteur. Mais nous étions au niveau des... Si vous permettez que je vienne ici faire quelques observations. Absolument. Je voudrais dire qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'aller faire des constats sur place. Ça, ce n'est pas son rôle. Le Conseil constitutionnel n'a pas à aller constater ce qui se passe ailleurs. Nous sommes dans un recours. Moi, je voulais vous expliquer ça. Il y a un recours qui a été fait. Et la charge de la preuve incombe au demandeur, à celui qui fait le recours. Oui. C'est à lui d'apporter cette preuve. Ça, c'est ce qu'on explique en droit. Donc, à partir du moment où vous n'apportez pas cette preuve, vous ne pouvez pas dire à la Cour suprême, allez faire le constat. Deuxièmement, par rapport au discours de Joshua aussi, oui. C'est ce que vous avez, dont on a parlé, le discours de Joshua aussi, avec un score qui ne dépassera pas 5%. Non, à peu près. Je donne. Non, justement, il dit que c'est parce que le Nord-Ouest et le Sud-Est n'a pas participé. J'ai le PV. Je suis. Excusez-moi. Je suis membre. Je suis aussi dit que c'est parce que le Nord-Ouest et le Sud-Est n'ont pas participé. Je suis membre d'une commission nationale marketing et communication du candidat Paul Biya. Et dans la commission, nous avons ces PV-là. Nous avons des copies des PV. Donc, on a donné ça à tout le monde parce que nous avons des scrutateurs partout. Donc, on en a discuté et ça pose effectivement un problème, mais il posait un problème qui n'était pas sur ces élections-ci. À partir du moment où Charles Tungan l'a dit, c'est tout simplement, excusez-moi, nous sommes juste, les élections, c'est une circonscription unique. Et que on va regarder, la Cour constitutionnelle a d'ailleurs répondu sur ce problème-là, d'ailleurs. Ce n'est pas de nature à influencer le sort des élections. Comment on le sait? Non, vous ne pouvez pas le dire. Mais par rapport au nombre d'inscrits. Le ministère de l'administration territoriale, le ministère de la Défense, ils ont rassuré les populations déplacées internes. Les populations ne sont pas allées de 60 000. Non, excusez-moi. Pourquoi les populations ne sont pas allées voter? Non. Ils ont dit des déplacés internes et externes. Je suis en train de vous dire. Ces populations ont-elles réintégré? Non. Que le Premier ministre lui dit délocaliser moins. On est en train de parler, ce n'est pas ça le sujet. Toute cette armada de sécurité, lui excusez-moi, vous êtes dans une... Vous êtes dans une région... Vous êtes dans une région où il y a la guerre et où il y a l'insécurité. Tout ce qui a été fait, et tout le monde l'a demandé, c'est de faire en sorte que ceux qui doivent voter ne soient pas dans l'insécurité. Mais vous avez en même temps certains qui se trouvaient au Nigeria. Vous comprenez? Le vote au Cameroun est volontaire. Si on ne pouvait pas vous déplacer, on ne va pas aller vous chercher. Je crois qu'on a voulu sécuriser les gens pour qu'il n'y ait pas de mort. Parce que n'oubliez pas que beaucoup de personnes sont mortes. Et on a même vu des sous-préfets qui n'ont pas pu regagner leur circonscription. Absolument. Donc vous ne pouvez pas dire au Conseil constitutionnel d'annuler des élections tout simplement pour ça. On a vu dans plusieurs pays comment les élections se sont passées. On a vu au Mali, on a vu en Afghanistan, on a vu dans plusieurs pays. Ça s'est passé, ça se passe pas comme ça. La circonscription est venue. Et je dois dire que les populations anglophones n'habitent pas seulement au nord-ouest et au sud-ouest. Il y en a plein ici à Douala, il y a partout au Cameroun, etc. C'est nos frères et ils sont ici. Donc ne pensez pas que tout simplement... Beaucoup n'ont pas participé au vote, même ici. Mais il y a même des francophones... Percy dit qu'ils ont refusé de participer au vote. Non, je n'ai pas dit ils n'ont pas pu le faire. Voilà. Et ça veut dire on n'a pas mis les conditions pour qu'ils participent. Il fallait bien que Maître Sama pose le problème. Le problème qu'il a posé, c'est un problème qu'il va poser après. Mais ça ne fait pas partie des éléments de preuve pour demander l'annulation du vote. C'est pas possible. C'est pas une tribune politique. La deuxième chose que je voulais dire, la tribune de Joshua, elle avait un autre but. Parce que vous savez très bien qu'actuellement, il y a au niveau du SDF, ça part dans tous les sens.
Il y a même SDF. Oui. Non, on va pas non, faire non, le non, il faut expliquer pourquoi on fait les tribunes. Non, Maître Percy, non. Mais vous aussi, il y avait la modernité. Vous allez c'est un argument. Oui, vous allez peut-être évoquer ça lorsqu'on aura... Pour la troisième mi-temps. On aura quelqu'un du SDF sur ce plateau. Problèmes qui sont des problèmes qui sont... Oui, merci. Jonathan, oui. Tout à l'heure, il était question de comprendre. On est en train de comprendre comment est-ce que le processus des observations qui ont été portées au devant de la Cour du Conseil constitutionnel ont pu virer en sorte de tribune politique. Effectivement, je vais prendre un cas. Sur le cas des deux votants dont on a parlé, c'est-à-dire le Premier ministre et le Président du Sénat. Si je m'en tiens aux observations de Maître Moustapha Ngwana, il dit que ces deux cas sont révélateurs de quelque chose. Il existe une complicité. Il existerait, je vais dire au conditionnel, il existerait une complicité entre Elekam, l'administration, et le RDPC. Alors aussi parler de coalition RDPC et Elekam Minat. Effectivement. Maintenant, imaginez-vous que les acteurs de l'opposition qui sont partie prenante de l'élection présidentielle en viennent à de telles suspicions sur le processus électoral. Et celui qui contrôle la régularité du processus électoral, c'est le Conseil constitutionnel en dernier recours. Comment est-ce qu'on ferait un reproche aux avocats? Prenons le premier cas, nous avons relevé. Ils soupçonnent d'impartialité et de partialité les membres de ce conseil. À un deuxième niveau, ils soupçonnent l'organe qui est censé être indépendant d'être de collision avec un autre candidat à la même élection. Et ils soupçonnent en plus que, comme si ça ne suffisait pas, l'administration leur prête main forte. Donc, ils se sentent comme le faible devant le tribunal de celui qui est en fait leur concurrent. C'est le tribunal. Le conseil connaît le tribunal du candidat. Je ne vais pas le dire. Mais c'est l'impression que nous débordons du sujet. Non. Non, moi je voulais qu'on vienne au sujet parce que vous ne parlez plus du sujet. Vous êtes ici en train de faire. Je suis en train de prendre les faits que nous avons effectivement posés. Vous n'êtes pas là pour parler pour Ngwana. Nous sommes en train de poser des questions et on répond à ces questions. Si vous commencez à déborder, à dire que le Conseil constitutionnel, c'est la juridiction du candidat Paul Biya, je dis que ça ne fait pas sérieux. Mon approche n'est pas de dire, je n'ai pas dit que c'est ce que vous avez dit. J'ai dit ceci. Les personnes qui vont se plaindre devant, ou bien qui devraient porter des observations devant le Conseil constitutionnel. Nul ne plaide pas procureur. Parlez pour vous. Ok. J'ai pris deux éléments et je ne vais pas apporter de conclusion pour éviter que ça fasse polémique. Ok. Le premier élément, on a relevé. Est-ce que les membres du Conseil constitutionnel donnent suffisamment de garanties pour qu'on pense qu'ils soient impartiaux? C'était les questions que les avocats on a évoqué ça déjà. Le deuxième élément, avec les deux votes que même le bâtonnier nous a montré qu'il pouvait poser problème, les avocats suspectent en plus il existerait une collision entre l'organe indépendant. Vous en avez déjà parlé, hein, parce que effectivement, à ce niveau-là, censé être indépendant. Maintenant, quand ils se retrouvent devant le Conseil constitutionnel, quelles devraient être leurs observations? Non, on a évoqué. Ça va dans tous les sens. Ça ne va pas dans tous les sens. Non, il y a un problème. Le vote. On est en train de parler. Joshua aussi, on est au niveau du. Joshua aussi pense que les électeurs régulièrement inscrits dans les régions nord-ouest et sud-ouest n'ont pas effectivement participé au vote. Et un président de la République, le président élu, serait pour lui le président des francophones. C'est ce que aussi déclare. Ça, c'est la tribune de aussi. Oui. Donc voilà pourquoi il a demandé qu'on annule. Effectivement, je m'appuie sur les éléments Est-ce que ces populations pouvaient voter librement? C'est
ça la question. En ce qui concerne pourquoi ils ne sont pas allés voter et le sud-ouest, il s'agit d'une situation sécuritaire que tout le monde connaît. Ça a été relevé. Oui. Et le bâtonnier a ici donné les éléments qui, pour moi, semblent suffisants à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un cas forcément que le Conseil constitutionnel est habilité à résoudre. C'est beaucoup plus politique. Mais maintenant, je prends les éléments des plaidoiries de Maître Ngwana. Il a dit qu'il existerait, parce que dans son troisième, je crois le troisième. Nous, on n'est pas là pour les plaidoiries d'un jeune avocat. Je m'excuse. Nous ne sommes pas pour savoir, Maître Ngwana a dit ceci, et moi je viens parler. J'ai 40 ans de profession. Ce monsieur a peut-être 5 ans de profession. Vous êtes avec un bâtonnier. On n'est pas là pour discuter de ces plaidoiries. Vous êtes pour le parti Univers. Répondez à la question qui concerne. Si vous commencez, l'autre a plaidé, l'autre a fait ceci, c'est pas ça le problème. Je m'excuse. La question c'est pourquoi nous sommes en train de... Pourquoi cela a viré à une sorte de conférence nationale? Oui. Est-ce qu'elle était effectivement, je suis en train de relever les mobiles de cette je reviens à ma question. Je aussi pense que les populations du nord-ouest et du sud-ouest sont pas allées voter. Pour faire simple. Sur cette question. C'est vrai qu'elles n'ont pas. Moi, je crois que... Voilà pourquoi on doit annuler. Selon je pense que ce n'est pas un moyen pertinent. Moi, je veux seulement dire que si vous regardez sur l'ensemble du territoire national, vous verrez qu'il y a une abstention qu'on n'a jamais vue. Mais pour ceux qui ont bien regardé, 5% dans le nord-ouest, il faut se poser des questions. Serge Autou. L'abstention, il va falloir 48%. Oui, avec des gens qui avaient des cartes qui n'ont pas pu voter. Je peux répondre à la question. Bâtonnier, à la parole. Si nous étions dans une élection législative, oui, dans ce cas-là, le Conseil constitutionnel peut annuler là-bas en disant qu'il n'y a pas suffisamment de légitimité. Oui. Mais nous sommes dans une élection présidentielle à circonscription unique. Donc, la vision du Conseil constitutionnel, elle est nationale. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, on peut même dire que 2 départements n'ont pas voté et qu'on valide l'élection. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une question, c'est une technique électorale. Je voudrais quand même dire qu'il faut que nous fassions attention. Ce n'est pas parce que le président Trana a laissé dire tout, les gens disent n'importe quoi. Et parfois n'importe quoi, moi, je peux revenir qu'il va falloir remettre en question la problématique du contentieux électoral dans son ensemble. Je pense qu'à partir du moment où on vous a dit que la circonscription, elle est nationale, et que nous avons un fichier électoral, je viens toujours au fichier électoral, qui est de 6 500 000 personnes. Oui. C'est sur la base de ce fichier qu'on travaille, et sur rien d'autre. Il n'y a que ces gens-là qui sont capables aujourd'hui de voter, alors qu'on a un pays qui a plus de 25 millions d'habitants. On aurait pu avoir 18 millions d'habitants si on avait fait les choses dans les règles. Nous sommes tous d'accord qu'un Cameroun qui a 25 millions d'habitants ne peut pas avoir un fichier électoral de 6 500 000 et que sur ces 6 500 000, il y a au moins plus de 2 millions qui n'ont pas voté. Vous voyez donc que la question de la légitimité se pose, quelle que soit la vision qu'on porte sur cette élection. Mais ça se pose encore davantage parce qu'il y a une composante anglophone qui a des problèmes. Merci, cher monsieur. Bonsoir Nadine Yambou. Bonsoir, c'est Jean Autou. Bonsoir aux invités d'Equinox Soir et à vous, chers téléspectateurs. Ce soir, nous reviendrons sur les temps forts du contentieux post-électoral entre choc d'idées, arguments et contre-arguments. Les requérants ainsi que la défense ont usé des voies et moyens pour soutenir leur prise de position. Après 3 jours de plaidoirie, tous les recours déposés par certains candidats de l'opposition ont été rejetés ici pour certains. Cette décision du Conseil constitutionnel n'est pas une surprise. Il demeure que l'audience a bien sûr captivé l'auditoire. Vous écouterez les différentes réactions, notamment de la classe politique et même de certains citoyens camerounais au journal de 20h. Nous reviendrons également sur cette colère des épargnants de la microfinance Emex Finance. Depuis le début de cette semaine, plusieurs agences sont fermées. Il n'y a aucune raison évoquée pour justifier l'arrêt brusque des activités. Les responsables sont introuvables et les épargnants ont presque perdu le sommeil. Nous reviendrons également
également sur la coopération Cameroun-Espagne. La marine espagnole donc main dans la main avec le Cameroun pour lutter contre la piraterie dans le golfe de Guinée et pour renforcer dans la coopération. Un navire a donc accosté au port autonome de Douala il y a quelques jours. Voilà dans l'essentiel de l'actualité, c'est Jean Léoto. Voilà, madame, monsieur, le développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Nadine Yambou. Quant à moi, madame, monsieur, je vous retrouve après, toujours en compagnie de mes invités pour le débat. Voilà, retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de nos invités. Et le premier à s'exprimer, c'est toujours vous, maître Charles Tungan, le bâtonnier. La réaction du vice-président du MRC qui dirigeait déjà, on l'a vu, pendant 3 jours, le collège des avocats de Maurice Kamto. Ça vous surprend, sa réaction, maître Emmanuel Sim? Non, je ne suis pas surpris. Je crois que c'est de saison. Vous savez, après 48 heures du débat, de longue discussion, il a été pris, je crois, dans le vif du sujet et dans l'émotion. Je crois qu'on peut ne pas être d'accord avec une décision, mais disqualifier un organe constitutionnel comme le Conseil constitutionnel n'est pas de bon ton, en tout cas pour nous, les travailleurs. Je crois qu'il y a une confusion entre la fonction politique et la fonction d'avocat. Et je l'ai toujours dit, il faut que les partis politiques dans ce pays apprennent à prendre comme avocat des professionnels qui ne sont pas militaires. Chaque fois que l'avocat est en même temps membre du parti, il s'exprime toujours sous la double casquette. Donc je mets sa réaction sous le prisme de cette double casquette de militant vice-président et d'avocat. Il faut comprendre sa déception. Je voulais noter quand même pour votre spectateur que lorsqu'il a conclu, n'est-ce pas, les observations de son pôle d'avocat, il était très mesuré. Oui. Parce qu'il a dit quand même quelque chose qu'il faut se rappeler, parce que lorsqu'on commente les actions des uns et des autres, on oublie, n'est-ce pas, souvent, ce que la personne a dit. Je me souviens qu'avec beaucoup de révérence, il a dit à Conseil constitutionnel que vous nous demandez, je sais, vous nous demandez des preuves, monsieur le Président. Mais comment voulez-vous que nous puissions vous apporter des preuves alors que nous avons subi des obstructions au niveau des magistrats qui auraient dû nous demander des ordonnances? Quand on a eu dit ça, on ne peut pas en même temps dire qu'on avait des preuves. Donc par conséquent, je mets la réaction sur ce double prisme. En ce qui concerne M. Zonga, bon, je pense qu'il est dans son genre, pour ne pas dire plus. Je vois déjà qu'il est dans le... En même temps qu'il est dans le jeu d'après, en même temps, il croit qu'un miracle peut se produire au niveau de la proclamation des résultats. Je voulais quand même vous faire remarquer que le contentieux électoral a ceci de terrible, qu'il permet d'avoir déjà en ligne de mire quel va être le sens de la proclamation des résultats. Dès lors que les recours visant à disqualifier certaines opérations électorales dans cette région du Cameroun ont été rejetés, et dès lors que l'annulation globale de l'élection n'a pas été reçue par le Conseil constitutionnel, il est évident que le Conseil constitutionnel va valider les conclusions de la Commission nationale de recensement. Je crois qu'il faut être logique. Et il faut en politique savoir admettre les évidences et regarder l'avenir. Et je pense que ce qui va être intéressant de voir, ça va être l'attitude effectivement des uns et des autres après cette élection. Quand je dis des uns et des autres, je parle de tous les candidats. On a commencé à voir des rétropédalages et des reculades de certains candidats dans les médias qui sont en train de s'auto-justifier, n'est-ce pas, en expliquant pourquoi l'opposition aurait échoué. C'est sur ces plateaux que je vous avais indiqué qu'on verrait cela, que, n'est-ce pas, n'avoir pas examiné le fichier électoral. J'en reviens toujours à cela. Vous savez, quand vous expliquez, n'est-ce pas, à un observateur étranger comment ça se passe au Cameroun, on se pose la question de savoir si ceux qui vont concourir contre le candidat sortant ont bien regardé contre qui et contre quoi ils se battent. Fichier électoral, c'est la base de l'élection.
toutes les stratégies électorales qui n'ont pas été basées sur le fichier électoral étaient vouées dès le départ à l'échec. Ce qui s'est passé il y a quelques années, où effectivement, on a vu qu'en additionnant les voix des candidats de l'opposition, ils étaient majoritaires, à la fois aux urnes et nécessairement dans le pays, n'est pas la même chose aujourd'hui parce que la donne a changé. Les conditions ont changé. Les règles ont changé. Ceux qui ont accepté d'aller à jouer ce match savaient d'avance quelles en étaient les règles. Je considère que ils sont comptables, tous, des résultats. Et par voie de conséquent, je ne souhaite pas que l'on mette simplement sous le coup de la fraude ou des manipulations, n'est-ce pas, les résultats que prononcera d'ici quelques jours le Conseil constitutionnel. Moi, j'en appelle à tous ceux qui ont participé à cette élection et qui ont apporté une vision nouvelle de la politique au Camerounais, à se mettre immédiatement dans le système, dans le sillage des réformes, pour que ce code électoral soit perfectionné, pour que les réformes, n'est-ce pas, aux élections présidentielles. Je pense qu'aucun Camerounais n'acceptera plus que dans ce pays, l'on fasse une élection à un tour. Ça me paraît, du point de vue de ce que j'ai vu, de ce mouvement social qu'on a vu par la candidature de Cabral, Dibi, Bomba et autres, on ne peut pas continuer comme cela. Et enfin, moi je pense qu'il est important, pour la clarification et la transparence de cette élection, que nous allions vers le bulletin unique. D'abord, ça nous coûte trop cher. Hein. Vous savez, quand vous tirez un bulletin pour chaque candidat, lorsqu'ils sont 9, ce sont des millions de bulletins que vous tirez, alors qu'on aurait pu tirer effectivement 6 millions. 9 en 2018, ils étaient 23 en 2011. Vous imaginez le coût. Donc par conséquent, il est important qu'on en vienne à une élection présidentielle à 2 tours, même les législatives à 2 tours. Ça donne plus de transparence, ça permet à plus de... anime le jeu politique. Et ça permet à plus de Camerounais de participer à la chose politique. Et puis ça apaise les tensions. Et je pense une question... Il y a plus de légitimité dans ce sens? Absolument. Okay. Un président qui est élu avec 36% ou 39% des voix du corps électoral, c'est-à-dire le corps électoral étant de 6 500 000, n'est-ce pas, n'est pas le même qu'un président qui est élu à 52% des voix, n'est-ce pas, d'un corps électoral du même type. Donc par voie de conséquence, il est plus légitime parce que le second tour ne se fait que sur un pôle de 2 candidats. Et enfin, moi je pense qu'il y a la question financière que nous devons régler. Qui finance les campagnes? On a vu les extrêmes. On a vu des financements occultes. On ne sait pas où est-ce que les candidats prennent l'argent quand on voit le déploiement des uns et des autres sur le terrain. On a vu le fundraising du jeune Cabral qui a montré quand même qu'on pourrait lancer une sorte de tontine. Mais qui contrôle et qui finance la tontine? On ne sait pas. Je crois qu'il y a une question de transparence sur les financements des campagnes électorales. Et moi, j'en appelle à un financement public des campagnes électorales dans notre pays et à un plafonnage des contributions sur les financements, n'est-ce pas, des campagnes. Bamba Bengan, vous avez suivi Maître Emmanuel Sim et Albin Zongan. La main s'est dite. Ce qui transparaît? Oui, je pense, et je ne vais pas revenir sur les propos de bâtonnier. Ils ont développé un aspect qui concerne l'organe soi-disant en charge de l'ECAM. Voyez-vous, ce que j'ai constaté, en fait, là on l'avait constaté depuis longtemps, et l'ECAM, semble-t-il, ne contrôle ou alors ne gère l'élection qu'au niveau des bureaux de vote. Déjà au niveau de la commission départementale, et c'est peut-être là où ils ont des difficultés même à porter des preuves, au niveau de la commission départementale, ce sont les magistrats. Vous allez vous rendre compte que même les en-têtes, la compilation des chiffres qui se fait au niveau, il n'y a pas de papier en tête et les camps, y compris au niveau de la Commission nationale de recensement général des votes. Mais pourquoi dit-on alors que l'État gère les élections? Puisque en réalité, même au niveau de la commission départementale, je pense que l'administration a plus de 10. Donc, et le CAM est comme l'invité, au même titre que les candidats ou les représentants. Donc, ça gêne un peu. Comme il disait, il faudrait qu'on essaye de changer les choses. Et là, c'est Martin Luther King qui disait,
que notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur des choses graves. Ils ont relevé les choses graves devant le Conseil constitutionnel. Il faudrait bien qu'ils continuent. Ils continuent, mais bon, la forme juridique me semble la bonne. C'est-à-dire que ça veut dire qu'est-ce qu'on va investir, parce que le ministre Grégoire Rona disait dans le journal, nous contrôlons une large majorité à l'Assemblée nationale. Bon, cette majorité que la presse considère d'obèse nous a amené à cela. Est-ce que l'année prochaine, l'opposition pourra elle aussi avoir une majorité confortable pour revoir le jour? Est-ce que les députés du RDPC peuvent quand même regarder et se rendre compte que maintenant, par rapport à ce qui se passe, est-ce que dès mars prochain, en principe, si on reste dans les considérations qui ont été développées, c'est que non, tout le monde, nous aimons le pays, nous voulons le chef de l'État actuel veut la jeunesse, le chef de l'État, il y a quand même ces manquements que je pense que le gouvernement va saisir et pourrait commencer à faire des réformes au niveau du code électoral. C'est ce que je souhaite. Mais l'analyse aussi, je ne me trompe pas, si cela ne se passe pas ainsi. Ok. Jonathan, votre candidat, il a déposé 73 heures après. Effectivement, il a déposé... Dépôt tardif. Oui. Sur les délais, c'est une autre question. C'est l'avocat en question. Je voulais justement qu'on en parle, bâtonnier, vous êtes là. On dit la date, cet article dit date de clôture du scrutin. 72 heures. Oui. Après la date. Oui, vous savez, il est arrivé après 18 heures. Il paraît qu'il a déposé à 19 heures. On est à 73 heures. Oui. Donc, sur le plan strictement formel, n'est-ce pas, le Conseil constitutionnel a voulu, je crois, tirer une sorte d'alerte. Mais j'ai noté quand même que pour les élections précédentes, puisque j'avais été constitué par des candidats pour les élections législatives à Kolinga, et j'ai bien noté que les candidatures ont été déposées parfois très tardivement parce que le Trésor n'arrivait pas à délivrer les quittances et les CAM à l'époque avaient été extrêmement indulgents pour certains candidats qui ont pu déposer, n'est-ce pas, leur dossier, voire même après minuit. Maintenant, en ce qui concerne le Conseil constitutionnel, on ne peut pas lui faire le reproche d'être resté dans la lettre du texte de loi. Bon, mais moi, je pense que, comme le texte est connu par tous les candidats à l'avance, je pense encore une fois, il faut laisser tout ce qui est contentieux aux professionnels. Si le Parti Univers avait donné à des professionnels non militants, dont c'était seulement le rôle, c'eût été pour le professionnel dont il s'agit une faute professionnelle de n'avoir pas pu déposer son dossier à temps. Voyez-vous, bon... Mais ils ont dit qu'à 18h, ils étaient déjà dans les locaux. Mais que le greffier les a reçus après. C'est ce que l'avocat... À 17h. Oui, ils étaient déjà dans les locaux. C'est ce que maître... Et le greffier recevait d'autres magistrats. Oui. Maître Pinguet, qui s'est occupé du cas, a l'habitude de cette procédure. Et par les précédentes élections, il a introduit les mêmes recours à des heures un peu plus tardives. Bon, on lui avait pas... Peut-être que c'était la chambre administrative de la Cour suprême. Peut-être que c'était pour ça que ça ne lui avait pas été... Maître Pes. Oui, je voudrais d'abord revenir sur ce que vous avez dit. S'agissant d'abord des déclarations de Maître Sim. Emmanuel Sim. Je pense qu'il a tort. Il ne s'agit pas de faire le procès du Conseil constitutionnel. Vous savez, vous pouvez faire un commentaire d'arrêt. Mais quand vous devenez devant une juridiction qui vous a permis de plaider pendant, je ne sais pas combien de jours, ça a duré 2 jours. Oui, 2 jours. Je dis, moi, je n'ai jamais vu ça au monde entier. Je pense même que sur ce point-là, le président a été vraiment très large, pour ne pas dire plus. Clément Tangana a été très clément? Très clément, comme son nom l'indique. Et sur ce point-là, on a vu tout simplement que les décisions du Conseil constitutionnel étaient motivées en fait et en droit sur la base d'un rapport qui était
clair. Et à ce moment-là, quand vous perdez la décision, il faut avoir l'élégance, tout simplement, de ne rien dire. Et de dire que ça m'a permis d'avoir une leçon. Je ferai autrement. Parce que Charles l'a dit tout à l'heure. Lui m'a dit non, on n'a pas pu parler, avoir des preuves. Et on a vu que la charge de la preuve incombe à celui qui dépose le recours. Il n'en avait pas. Et il a même fait pire que ça. Il a commencé à demander à mon Dieu Vision, donnez-moi les 32 PV. Alors que ça veut dire qu'il ne les avait pas dans le dossier. Et on plaide par rapport à ce qui est dans le recours. Il y a eu ce débordement, à mon avis, qui était tout simplement, j'allais dire, hors sujet, qui concernait des tribunes politiques vis-à-vis de l'étranger, ou bien tout simplement de la troisième mi-temps, qui concernait peut-être les législatives et vis-à-vis de l'étranger. La deuxième chose, s'agissant de M. Zonga, moi, j'ai rien à dire. Quelqu'un qui est une girouette, qui passe du RDPC au SDF, MRC, je ne sais pas quel parti politique il n'a pas encore été, et qui, je ne sais pas quelles sont ses capacités ou ses qualités pour pouvoir parler, le prendre comme conseil stratégique. On a vu ce qui s'est passé lorsqu'ils sont allés se faire ridiculiser avec le bâtonnier Yondo Black pour faire une réunion qui n'était pas, qui n'a pas respecté la légalité. C'était dans un domicile privé. Oui, mais ça fait rien. Vous ne pouvez pas faire une réunion politique si vous n'avez rien n'est dit. Non, moi je vous dis ça c'est une réunion politique. Non. Et non, pas, moi j'ai suivi. J'étais chez lui. C'était une réunion politique. C'était une réunion politique. C'est une réunion politique. Moi, c'est moi qui fais l'observation. Après, vous direz ce que vous dites. Autre chose qui concerne, j'avais déclaré ici. Je pense que déjà, il y a 3 semaines, j'avais dit que le président aura aux alentours de 69-70%. Et je m'avais demandé pourquoi. J'ai dit, j'ai fait une analyse typologique, scientifique, historique et spatio-temporelle. Vous vous souvenez? J'avais dit ça pour la bonne et simple raison que je me suis basé sur l'histoire. Nous avions eu, le président avait eu 97% à l'extrême nord en 2011. Il a eu plus de 88% dans les mêmes zones. Et sur ces zones-là, les gens, on est allé là-bas s'inscrire. Et c'est pour ça que le président, stratégiquement, est allé à Maroua. Et c'est la moitié des personnes qui sont inscrites. Et nous avons fait un nombre très important. Et je rappelle que les autres candidats sont allés 5 ou 6 arrondissements, dans certains cas sur 27. Et souvent, vous avez certains qui allaient avec la voiture pour faire 3 villes le même jour. Ça ne fait pas très sérieux. La deuxième chose également que je voudrais dire, c'est tout simplement que... Le président allait à Maroua, il a fait le discours pendant 7 minutes. Oui, ça suffisait. Ça suffisait. Avant ça, il a fait un début. Avant ça, la commission régionale et les commissions départementales, les commissions communales avaient déjà travaillé. Mais pourquoi il est donc parti puisque il est allé là-bas, ça rentre dans notre stratégie pour remercier les gens du Nord qui étaient très contents. Et je voudrais également dire ici, sur quelque chose sur lequel je n'étais pas d'accord avec mon ami Charles Tchungan, c'est le parti majoritaire, le RDPC, qui fixe les règles sur le scrutin. On a voté au Parlement, c'est une loi. Si vous voulez passer au système uninominal à 2 tours, il faudrait que vous soyez majoritaire à l'Assemblée nationale pour pouvoir le changer. Moi, je parle des règles. Non, moi, je suis là la prospective. Hein. Non, oui, je t'explique. Non, ça, c'est... Non, mais... Je suis d'accord avec lui que... Tu ne peux pas en même temps dire... Tu ne peux pas en même temps dire... Je dis, nous ne voulons pas. Ils se sont piégés. Que le système... Que les structures juridiques actuelles les ont piégés. Et en même temps, en voyant cette montée quand même extraordinaire... Je dis, c'était... De cette jeunesse qui veut absolument... prendre la parole, Charles, qui veut être entendu, Charles, dire qu'elle sera représentée avec le système actuel, je ne pense pas. Charles, je m'excuse, j'ai la parole. Je te rappelle que dans un pays qui est excessivement libre, les États-Unis, c'est un seul tour. Je rappelle qu'en Angleterre... C'est un tour. Mais là aussi, les électeurs de ces valeurs... Laissez-moi... Il y a les grands électeurs. Arrêtons de... Je rappelle encore en Angleterre... Ce n'est pas un seul tour. C'est un tour. C'est un vote. Non. C'est un tour. C'est pas le bon exemple. C'est même 3 tours. Non. Vous avez d'abord les primaires. Vous avez d'abord le primaire. Il y a les primaires d'abord. Vous avez d'abord les primaires qui évacuent. Vous avez le vote populaire. Oui, les grands électeurs. En Angleterre, c'est un tour. Quand même. En Angleterre, c'est un tour.
Au Japon, c'est un tour. Dans plusieurs pays occidentaux, c'est un tour. Vous voulez 2 tours, pourquoi? Nous, c'est qui? Non, je dis, c'est ce que tu viens de dire. Non, toi, tu es membre d'un parti politique. Je ne suis pas membre de parti politique. Je t'explique, nous n'en voulons pas. Et nous sommes pour l'instant majoritaires. Dans le cadre de la prospective, lorsque ces partis seront majoritaires, peut-être que ça arrivera à changer, à condition d'avoir la majorité qualifiée pour pouvoir le changer. Je dis pour l'instant... Vous ne pouvez pas changer, même si on estime que c'est ça vous arrange. Ça nous arrange. Et c'est ce que doit faire un parti. Je termine, je n'ai pas encore terminé. Oui, je voudrais également dire ceci. C'est fini, on est arrivé au terme. Il faudrait savoir, en ce qui concerne, s'agissant du financement de campagne. D'ailleurs, en France, sur les 2 tours, on a dit que Macron n'a pas été élu. Mélenchon reproche toujours que Macron a été élu au premier tour avec tel. Et au deuxième tour, on fait ce qu'on appelle les combinations. Donc ça, c'est également ce qu'on reproche aux élections à 2 tours, parce qu'à ce moment-là, on fait des combinations. Chaque système a quelque chose de bon et de mauvais. Ce que je voudrais également dire, c'est que c'est les suffrages valablement exprimés qui comptent, et que dans le cadre de ces élections-là, les partis savaient qu'il existait un code électoral. Et dans la commission départementale, je voudrais rappeler en Bombok que, conformément à disposition de l'article 64 du code électoral, chaque parti, il y a un représentant de chaque candidat dans cette commission départementale. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, je voulais expliquer. Il a les PV. Donc, je voudrais dire sur ce point-là, s'agissant, laissez-moi terminer, du financement de campagne. Le financement de campagne est un problème. Dans un pays comme l'autre, qui a des problèmes d'ajustement structurel et autres, vous n'allez pas demander à l'État de vous donner de l'argent. Pour l'instant, on donne même 30 millions. Je rappelle qu'en Côte d'Ivoire, c'est 100 millions pour être candidat. Et au Cameroun, pour l'instant, c'est 30 millions. Ok, oui, rapidement, Jonathan, on arrive au terme de l'émission. Aujourd'hui, l'opposition a pris des leçons, a tiré des leçons de ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Nous savons effectivement, en venant au Conseil constitutionnel, qu'il y avait des réserves qu'on émettrait. On savait que le débat devait être d'abord politique, avant qu'on ne se retrouve là-bas. Maintenant, il y a une jeunesse qui s'est levée. Vous avez vu le candidat Cabral Libi au stade Sikam. Vous avez vu le candidat Cabral Libi à Yaoundé. Vous l'avez vu en Gaoundéré, à Maroua. Vous avez vu les autres candidats d'opposition. Aujourd'hui, il y a un peuple du changement qui est là, qui attend, qui sait. On nous a dit, on nous a fait le reproche que durant les élections, nos membres n'étaient pas inscrits sur les listes électorales. Eh bien, les municipales qui arrivent, les législatives, vous allez compter avec nous parce que nous serons tous inscrits sur les listes électorales. Ça commence dès janvier. Nous allons tout faire pour faire inscrire nos membres sur les listes électorales. Et là, nous allons changer ce code électoral. Nous allons changer les règles du jeu au Parlement. Okay. Merci. Quel mot, maître? Écoutez, moi, je voulais seulement me féliciter de ce processus qui, jusqu'ici, n'a pas beaucoup dérapé. Il y a eu des insuffisances que les uns et les autres ont observées. Moi, je milite et plaide pour que, dans un consensus national, nous puissions trouver un système électoral consensuel qui permette à notre pays de pouvoir, à des intervalles réguliers, non seulement de renouveler sa classe politique, parce que cette vague qui arrive, de gens qui arrivent, risque d'apparaître comme un tsunami qui va bouleverser complètement l'échiquier politique. Il faut savoir renouveler les cadres sociaux. Oui. Et je crois que c'est une fonction que tous les acteurs de la cité doivent pouvoir, sur laquelle ils doivent pouvoir travailler pour qu'il n'y ait pas de rupture entre générations. Mais encore une fois, moi je voulais féliciter tous ceux qui ont permis que nous puissions voir à Mondovision ce contentieux électoral où, même si nous avons déploré, n'est-ce pas, quelques sorties qui n'avaient rien à voir avec le contentieux, ça a permis quand même de donner une bouffée d'oxygène. Et ça a démontré une seule chose aussi, c'est qu'en fait, les Camerounais peuvent discuter des choses les plus compliquées sans se taper dessus. Et que la question anglophone n'est pas tabou. Je crois qu'il faut qu'on tire cette leçon de ce que vous avez appelé tout à l'heure la conférence nationale déguisée. Et je pense que les Camerounais peuvent s'asseoir. Et c'est pour ça que je voulais en appeler à encourager la anglophone conférence qui est en train de se préparer pour qu'elle ait effectivement 22 novembre. Qui a peur de débat. Et que les amis de Maître Densy auraient pu laisser ça se dérouler au mois d'août. Je ne pense pas que ce soit contre. Ça n'aurait pas gêné. Oui, rapidement, Maître Densy. Je pense que
tout le monde sait que, et nous, au RDPC, nous savons qu'il faut des changements. On a vu tout simplement une jeunesse intéressée à la politique. On a vu un besoin de changement. Il faudrait en tenir compte. Ne pas en tenir compte, c'est arriver à l'implosion du Cameroun sur un certain nombre de problèmes. Juste à te faire certain que le président de la République est conscient des difficultés et des problèmes inhérents. Lui-même l'a dit dans son discours de décembre 2013. Il faudrait en tirer les conséquences. Et si nous avons gagné ces élections, c'est beaucoup plus parce que nous étions très organisés et que nous avons un armada. Pas encore proclamé. Hein? Non, vous savez pas encore proclamé. Non, mais je dis que, enfin, pour l'instant, si nous sommes candidats de l'opposition, non, nous avons les PV et je pense que nous avons beaucoup plus de chances de pouvoir d'avoir un résultat favorable. Et à mon avis, il ne faut pas prendre ce résultat favorable pour dire que ça va être le statu quo. Okay, il y a merci. Des changements, il faut en tenir compte. Merci, Madame, Monsieur. Nous sommes arrivés au terme de Equinox Soir. Rendez-vous lundi 19h, rediffusion pour aujourd'hui, 23h GMT, il sera minuit à Sac-Bayémé.